Bonjour à toutes et à tous, mardi 25 avril, avec vous pour débattre et commenter l'actualité et tenter de se mettre d'accord avec Alexandra Spinner. Bonjour, conseillère régionale LR d'Île-de-France, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Bonjour. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour à vous. Bonjour. Et Alexis Bachelet, maire adjoint de Colombes et ancien député PS. Casserole, interruption, manifestation, impossible pour le gouvernement de se déplacer. Et pourtant, le président de la République encourage tout le monde à se mobiliser. Il va y avoir un plan Marshall pour les classes moyennes. Et puis avec ce slogan absolument hallucinant, en avoir pour son argent, impôt en avoir pour son argent. Je ne sais pas si c'est ChatGPT ou McKinsey, mais ça sent un peu la formule marketing. Et puis voilà, bien d'autres sujets avec vous. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Sophie, c'est vous qui commencez avec l'augmentation de 1,50 € du tarif des généralistes. Oui, et ça va bien plus loin que ça. D'abord, je salue les généralistes qui se défoncent, qui ont de plus en plus de clients, qui savent plus comment se débrouiller, qui font face... Pas à la drogue. Pardon ? Pas à la drogue. Travail. Donc, qui travaillent énormément, qui ne comptent pas leur temps, qui ont des responsabilités, qui pallient les déficiences de l'hôpital, de l'État, qui soignent les personnes âgées, qui vont maintenant même, et qui continuent. Le mien, la semaine dernière, me disait qu'elle allait voir des gens de 85 ans chez eux le soir, ne serait-ce que pour leur parler. Je suis furieuse parce qu'en fait, sous cette augmentation qui est trop faible, c'est vrai, et sous l'attaque du ministre, que j'ai vu longuement moi-même, qui m'a dit, on parlait de ce tarif-là, m'avait dit, mais j'ai pas l'argent, j'ai pas le droit d'augmenter plus. Donc c'est pas la peine de flinguer le ministre de la Santé, il n'a pas le droit d'augmenter plus. Il n'a pas l'argent, on lui donne pas et il obéit. Enfin, 1,50 €, ça peut paraître quand même comme une aumône. Mais une aumône Une aumône, c'est ce que je lui avais dit. Il m'a dit, je n'ai pas de quoi. Alors, il m'a calculé aussi que si vous multipliez par le nombre de visites par jour, ils font en moyenne 12 visites par jour, que vous multipliez par le nombre de semaines, etc. Puis après, si on déduit des impôts, alors là, n'en parlons pas. Et donc, ce qui est beaucoup... C'est un coup de cœur ou un coup de gueule? Un coup de gueule épouvantable contre la faible augmentation, je suis bien claire. Bien claire. Et ce que je trouve lamentable, c'est qu'il y a, mine de rien, une attaque permanente du privé. Comme sur l'école. Mais mine de rien, c'est sans arrêt. On voit les écoles où les écoles privées vont être tenues d'accepter une pseudo-mixité que je n'ai pas bien comprise. Comme le président de la République, et là franchement, n'est pas capable de réformer l'État profond, il ne sait pas le faire, il n'est pas capable de diminuer le coût de cet État. Eh bien, on se rabat sur le privé. Et donc là, c'est vraiment... pas bien du tout de faire ça. Et alors, quant à sa promesse, n'en parlons pas. Des urgences et des hôpitaux et de la médecine qui devraient être établis. On ne parle plus des 100 jours, d'ailleurs, c'est fini. Mais il y a les enseignants. Enfin, l'annonce qui a été faite donc, de remplacer les profs de maths par les profs d'anglais. Le prof de maths par le prof d'anglais. Donc, c'est-à-dire que si le prof de maths est absent 15 jours, les élèves vont devenir parfaitement bilingues. Si c'est le prof de gym, ils vont être recordman du 100 mètres. Donc... oui, mais il n'y a pas de quoi en rire. Hein. Il y a un moment, quand vous mettez en rapport avec les déclarations de Gabriel Attal et du gouvernement de dire impôt en avoir pour mon argent, force est de constater que nous n'en avons pas. Non, mais déjà, moi, je ris plus du tout, là. Oui, absolument. On va y revenir. Jean-Luc, je vous vois réagir. Oui, un mot sur les remplacements de professeurs. Il y a un excellent sketch des Inconnus qu'il faut retrouver, qu'il faut regarder sur YouTube, qui raconte ça avec le prof de gym qui prend la place du prof de philosophie. Enfin, je vous résume ça rapidement. Oui, je l'ai aperçu. Absolument hilarant. Guy me dit l'augmentation d'1,50 €, ça coûte 600 millions d'euros par an. Oui, oui. Après, il faut savoir où on met ses priorités. Je sais, on fait des économies, économies de l'État. Oui, mais on désengraisse la bête. C'est la sécurité sociale, c'est pas l'État. Oui, je dis l'État, pardon, c'est vrai. Et c'est pas l'argent du ministre, quelque part. C'est notre argent. C'est tout à fait juste ce que vous dites, mais là, on l'attaque, on dit que c'est une honte, que c'est un mauvais ministre pour ça. Cotisation sociale.
Alors Jean-Luc, vous voulez parler de Mayotte et vous avez bien raison. Oui, enfin, sujet d'une complexité, il faudrait beaucoup de temps, hein, mais je vais le faire assez rapidement. Rappelez simplement que les Comores et Mayotte, c'est les mêmes îles historiquement, hein, c'est les mêmes populations, souvent issues d'Afrique, de l'Afrique territoriale ou de Madagascar. Complexité absolue, je vais pas faire ça en si peu de temps, c'est pas possible. Ça fait longtemps qu'on aurait dû permettre aux îles comoriennes indépendantes, elles, de se développer. Et donc l'aide au développement aurait été absolument indispensable. C'est ingérable pour l'île du Comore. C'est tout petit, la Mayotte. Accueillir des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, depuis des années, donne une situation épouvantable sur Mayotte. Épouvantable. C'est le chaos. On peut parler de chaos. De chaos, mais d'un côté, il y a des îles pauvres, les Comores, et d'un autre côté, Nicolas Sarkozy avait eu cette bizarre idée de rendre le Mayotte département français. Ouais. Ça donne une distorsion totale entre les possibilités des Comoriens de vivre dans les différentes îles comoriennes et une île qui dépend maintenant totalement de la France. Voilà, situation catastrophique, vous l'avez vu, un tribunal a dit hier soir qu'on ne pouvait pas aller dans ces bidonvilles atroces. La vie là-bas, sur une île aussi petite, devient absolument impossible, que ce soit pour les réfugiés, mais pour les habitants de Mayotte aussi. Voilà, j'irai pas plus loin sur une situation impossible. J'entendais la question, je crois que c'était ce matin sur Sud Radio d'ailleurs, sur le droit du sol, c'est-à-dire qu'ils viennent aussi nombreux des Comores pour accoucher à Mayotte et devenir français. J'ai vu un reportage sur France 2. Juste un mot. Marseille est la seconde ville. Oui, absolument. Hein, où il y a, ils sont quasiment plusieurs dizaines de milliers. D'ailleurs, ça se passe à la Marseillaise, c'est-à-dire pas trop mal, hein, on pourrait même dire plutôt bien, dans les différentes communautés qui sont là. Mais ce que j'ai vu, moi, sur Marseille... Il y a une délinquance... Entre ceux qui sont issus, qu'on appelle les Mahorais de Mayotte, et les Comoriens... Ça n'est pas une chaude ambiance. Non, mais il y a quand même là aussi un territoire perdu de la République. Ça, c'est certain. Quand on voit, et puis les aides qui ont été données, 150 millions donnés aux Comores l'année dernière pour qu'ils gardent leurs ressortissants, ils ne veulent pas les reprendre. Vous avez vu ce drame aussi de ce bateau qui a été refusé par les Comores. Est-ce qu'on va traiter ça dans la loi sur l'immigration? Parce que moi, j'en discutais, il va y avoir une loi sur l'immigration, entre guillemets, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, etc. Mais je trouve ça terrible de dire qu'on va faire une loi là-dessus. Est-ce que toutes ces questions qui sont très nombreuses, etc., vont être traitées? Je sais pas. C'est pas une loi sur l'immigration. C'est une loi qu'il faudrait faire sur le développement des territoires. Mais ça va dedans quand même. Ben pas sur une loi sur l'immigration, non. C'est sur une loi sur le développement, on est quand même question, sur l'aide au développement. Jean-Luc, évidemment qu'il est question de... On ne peut pas laisser Mayotte subir de tels flux migratoires et les laisser au bord de la guerre civile. Enfin, donc c'est évidemment une question de l'immigration. Puis c'est aujourd'hui, vous voyez les images d'enfants qui vont à l'école avec des policiers, qui sont protégés par l'armée, par les policiers. C'est une situation qui est intenable. Les hôpitaux sont aussi au bout. Alexis, sur Mayotte, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On est dans une situation qui est particulièrement chaotique, mais qui est aussi le fruit d'une volonté politique de l'État français à un moment donné de garder, si je puis dire, un pied dans cet archipel. Avec un référendum qui avait un caractère illégal au regard de la souveraineté des États, parce que Comores est quand même au départ un État qui est devenu indépendant, et on a décroché Mayotte pour des raisons, je dirais que c'était du post-colonialisme mal digéré. Non, moi je ne dirais pas ça. Et aujourd'hui... on peut, écoutez, vous direz pas ça, mais enfin, regardez la situation qu'on a créée quand même. On est dans un archipel, donc normalement, il n'y a pas beaucoup d'archipels où il y a une île qui a été détachée et raccrochée à l'ex-puissance coloniale. Vous voyez, je veux dire, si on créait ça un peu partout dans le monde, on aurait à peu près les mêmes situations ingérables. Donc, il faut aussi remettre les responsabilités premières. C'est qu'il y a des décisions politiques qui ont été prises il y a très longtemps et qui conduisent aujourd'hui à une situation
ingerbable. Alors les remettre en cause, comment ? Ça veut dire... si on ne met rien en cause, on n'en sortira jamais. Ça veut dire reconnaître que Mayotte n'est pas ou plus la France. Parce que sinon, moi, je vois pas comment on gère cette proximité entre... Je regardais les niveaux de vie, l'écart de niveau de vie, c'est 1 à 10. C'est-à-dire que, quoique Mayotte soit un territoire quand même pauvre, il y a beaucoup de gens qui vivent de l'aide sociale, malgré que c'est un territoire pauvre au regard de nos critères français, mais par rapport aux Comores, c'est 10 fois plus que les habitants du Comore. Donc comment voulez-vous empêcher des gens qui vivent dans un territoire extrêmement pauvre de finalement, en désespoir de cause, venir tenter leur chance, notamment les plus jeunes, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de jeunes, il y a aussi des femmes aussi qui veulent accoucher sur ce territoire pour donner un autre avenir à leurs enfants. C'est très bien, on peut parfaitement le comprendre sur le plan individuel, mais au niveau du fonctionnement de Mayotte, ça crée des situations intolérables, je pense qu'il faut revenir là-dessus, il faut se poser des questions. Donc aujourd'hui, c'est bien plus qu'un problème d'immigration. C'est bien plus qu'un problème d'immigration. On ne peut pas dire des choses pareilles. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je pense qu'il faut... Mais il y a un moment où il faut repenser les choses. Il faut au contraire les soutenir. Mais les soutenir jusqu'où, comment par exemple, de stopper les aides aux Comores, par exemple. Voilà. Mais on aggravera les choses. Si les Comores décrochent encore plus, il y aura encore plus de réfugiés. Et vous n'allez pas mettre des barrages flottants tout autour de Mayotte pour empêcher les gens de venir. En 4 ans, on a investi plus de 100 millions d'euros. 150 millions. 150 millions. Bon, 150 millions d'euros. Aux Comores. Bon, on voit bien qu'est-ce que ça a changé. Ça n'a rien changé. De soutenir Mayotte dans sa volonté de rester français. Par exemple, Gérald Darmanin a dit qu'il voulait effectivement limiter le droit du sol, enfin interdire, arrêter le droit du sol. Mais c'est impossible. Mais là, ça veut dire qu'on crée une forme c'est un département, système dérogatoire dans un département français. C'est ce que disait Jean-Luc. On a rattaché encore plus Mayotte via le statut départemental, ce qui n'est pas le cas de la Polynésie, ce qui n'est pas le cas de la Nouvelle-Calédonie. Il y a des endroits où on a décidé de laisser des autonomies, d'avoir des statuts particuliers. Là, on les a rattachés encore plus fermement à la République. Allez, pause 9h15. On se retrouve dans un tout petit instant sur Sud Radio. On va parler casserole. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Et nous continuons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. On va passer à vous, Alexandra Spinner. On l'a un petit peu évoqué ici, Pape Ndiaye. Oui, alors moi, mon coup de gueule, c'est la vision extrêmement accommodante de la laïcité de Pape Ndiaye. Nous avons eu à la région Île-de-France une très sérieuse alerte, puisque quand, avec Valérie Pécresse, nous avons refusé de donner le nom d'Angela Davis à un lycée de la Plaine-Saint-Denis. Donc je rappelle qui est Angela Davis, c'est une des figures de l'extrême gauche la plus identitaire. Elle soutient des mouvements en France comme les indigènes de la République, qui sont plus racistes qu'antiracistes, et qui sont dans une rhétorique insupportable qui contrevient à nos principes républicains. Angela Davis explique que la laïcité est une arme contre les musulmans, et elle fustige la mentalité, je cite, coloniale de la France. Eh bien, Monsieur Pape Ndiaye, lui, ne voit aucun inconvénient à ce que son nom figure sur le fronton de nos écoles, et il choisit de ne retenir d'elle que sa lutte contre la ségrégation des Noirs aux États-Unis. Voilà maintenant qu'il veut redéfinir, autant dire vider de sa substance, les périmètres du Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République, qui a été mis en place par Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer revient, qui était, on en est là, qui était un organisme indépendant qui veillait à la sauvegarde des principes républicains et qui soutenait les communautés éducatives, donc une sorte de vigie de la laïcité. Il a ainsi supprimé, et c'est très grave, c'est ainsi qu'il en vide totalement le sens de cette instance, il a supprimé le principe de l'autosaisine. Alors concrètement, ça veut dire que le Conseil des sages n'aura plus son mot à dire s'il n'est pas saisi par le ministre lui-même, et ça signifie aussi que les acteurs de terrain, donc ceux qui constatent au quotidien les atteintes à la laïcité, ne pourront plus saisir directement le Conseil à la laïcité, des sages. Le Conseil des sages, et ils devront passer par le recteur lui-même
et sur saisine du ministre lui-même. Alors, est-ce qu'on imagine un principal de collège ou un enseignant constater une atteinte à la laïcité et puis consulter toute sa hiérarchie jusqu'au rectorat pour obtenir une réponse sur une problématique concrète rencontrée? Évidemment, mais je ne comprends pas pourquoi. Je comprends, c'est scandaleux. Je ne comprends pas la nomination de ce ministre. Je ne comprends pas qu'il reste en place. Et je ne comprends pas ce que pense le président de la République. Et donc ça, c'est très grave parce que on se pose des questions. C'est le en même temps. Pourquoi est-il si détesté? On se pose de vraies questions en ce moment partout. Et c'est vrai que même ceux qui l'ont soutenu, etc., on ne comprend pas. Il y a une vraie volonté dans la nomination de ce ministre, une volonté qui est grave. Ça va bien au-delà, puisque le locataire de la rue de Grenelle veut aussi étendre les questions de la laïcité aux interrogations liées aux discriminations. Alors là, eh bien concrètement, tout ce qui est lié au sentiment d'exclusion de certains élèves devra être pris en compte par le Conseil des sages. Et il a aussi décidé d'élargir la composition de l'instance. Et parmi les nouvelles personnalités, nous avons Monsieur Alain Policard. Alors, qui est Alain Policard? Alors, donc, un chercheur qui voit dans la société française une société dans laquelle existe un racisme systémique. Oui, j'ai vu ça, c'est invraisemblable. Alors, et pour qui la laïcité ne doit pas être un instrument de combat contre l'islam. Alors, donc il est nommé au Conseil des sages. C'est un choix politique de Monsieur Papendiaï. Voilà. Et puis c'est compliqué, donc les Français ne se rendent pas compte de ce qui se passe, parce que c'est très important. Et effectivement, il faut être un peu pointu pour savoir qu'il y a un Conseil des sages, le process, etc. Mais c'est un système qui fonctionnait très bien. Absolument. Voilà. Et donc voilà qu'on nomme un laïc pour le moins très tiède, frileux sur les questions de laïcité. Bref, tout ce dont la cause n'a pas besoin. Alors Jean-Luc, je vous ai vu réagir dès le début. En fait, non, je réagissais pas du tout par rapport à ce que disait Alexandra, je réagissais par rapport à mon chat qui voulait grimper sur moi. C'est beaucoup plus pragmatique. Alors que donc 72% des chefs d'établissement signalent le port de tenues religieuses. Pardon. Je crois que plus que jamais, l'école doit être un sanctuaire. Il faut renforcer notre modèle républicain et apporter une réponse ferme et claire aux enseignants qui sont souvent désemparés face à la montée de l'intégrisme religieux. Il est temps de cesser de cacher la poussière sous le tapis et je crois vraiment que la laïcité ne s'accommode pas d'épithètes. Oui. Qui veut réagir, Alexis, sur ce qui vient d'être dit? Non, pas sur ce qui vient d'être dit. Moi, je pense que pour être au contact du monde enseignant, la première chose qui inquiète les enseignants, c'est le manque de moyens. Les profs qui ne sont pas remplacés, des problèmes aussi dans certains lycées, des manques de moyens matériels aussi, manque d'entretien. Mais c'est pas fromage ou dessert, ça peut être les deux. Enfin, je veux dire, c'est non, c'est pas fromage ou dessert. Mais enfin, si vous voulez, s'il y a plus, vous pouvez pas dire non, on parle pas de la laïcité, on parle pas de la laïcité parce qu'il y a un problème de moyens. Qui transmet les valeurs de la laïcité? Ça passe aussi par les enseignants. Quand il y a plus de profs devant les élèves, qui va transmettre quoi? On transmet pas rien. Les élèves, là, vous détournez le regard du problème. Vous savez que non, c'est pas d'idéologie là-dessus. Ça, c'est un positionnement idéologique. De France. Je vais vous emmener à Colombes, au lycée Guy Maupassant, où il y a eu des gros problèmes à la fin de l'année dernière. Et que disent les enseignants? Ils disent donnez-nous des moyens, que la région donne des moyens, y compris mettre du personnel pour assurer la sécurité, etc. Et on n'a pas eu de réponse. Et le maire, dans ma commune, a écrit à Valérie Pécresse, je rappelle quand même que c'est la compétence des régions de construire et d'entretenir les lycées, et on n'a pas eu de réponse. Donc vous attaquez le ministre de l'Éducation nationale, mais que la région balaye devant sa porte et mettre les moyens là où il y a les besoins. Là, vous détournez le problème. Nous sommes les premiers. Sauf que la laïcité, c'est un autre problème. C'est pas l'éducation nationale. Nous sommes les premiers à avoir instauré la sécurité dans les lycées. Et on a été attaqués pour cela. C'est pas le cas. Dans le lycée Guy de Maupassant à Colombes, il y a eu des problèmes et on n'a pas eu de réponse ni de moyens qu'on a demandé pour rétablir effectivement de l'ordre dans cet établissement qui a subi des incidents à la fin de l'année dernière. Vous pouvez aller vérifier. Écoutez, vraiment la sécurité. Dieu sait que Valérie Pécresse a été attaquée sur ce sujet. Nous sommes les premiers à avoir installé... Pourquoi elle ferait mieux que les autres? Personne n'y arrive. Il y a des rodéos dans les supermarchés. Pourquoi est-ce que vous voulez que la présidente de la région... C'est pas la compétence de la région, les supermarchés. C'est pas la région qui construit et qui entretient les supermarchés. C'est jamais la compétence de personne. Donc de toute façon, la sécurité n'est pas... Il y a des compétences très claires sur certains sujets. On peut être d'accord
d'accord avec vous deux, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un énorme manque de moyens. Dis pas. Alors moi, si vraiment il y a quelqu'un qui c'est pour faire des écrans de fumée et pas parler des autres sujets, je suis pas d'accord. Il y a des vrais sujets de moyens. Et de manque d'enseignants et de manque de moyens dans certains établissements. On est d'accord sur ce constat. On est d'accord sur ce constat. De toute façon, il n'y a pas de prof. Mais là, vous n'êtes pas, vous, dans le constat. Vous êtes en capacité d'agir. Mais nous, il n'y a pas de profs. Ils les inventent, les profs. Ils les invitent à Colombes. Non, mais attendez, comme conseillère régionale. Est-ce qu'ils les inventent, les profs, quand il n'y en a pas? Est-ce qu'on les invente? C'est pour ça que c'est insupportable. Mais c'est là-dessus que le ministre doit être interpellé. C'est comment ça se fait avec les moyens qu'on met dans l'éducation nationale, qu'on le retrouve avec des élèves sans prof. Je suis d'accord aussi. C'est pas possible. Et que 40%, je sans parler effectivement des difficultés. Il y a des difficultés de recrutement, c'est vrai. Il y a une crise de vocation. Ils vous diront que c'est plus difficile de trouver des candidats, etc. C'est pas assez payé. Il y a peut-être aussi des problèmes. Moins qu'en Allemagne, moins que partout. 40% des collégiennes 6e ne maîtrisent ni la lecture, ni l'écriture. Et malheureusement, Pape Ndiaye, sur ces sujets-là, il est absent, mais il est. C'est pour ça, non, mais c'est extraordinaire. C'est ça le cœur de métier du ministre de l'Éducation nationale. C'est d'apporter des réponses. On exige que le privé s'en occupe parce que le privé est bien meilleur. Parce que les enfants qui sont dans le privé savent lire et écrire. Donc que fait le ministre? C'est un peu de la caricature. Non, pas vraiment. Si, c'est de la caricature, je suis sûr. Pourquoi il veut envoyer les enfants dans les écoles privées? Pape Ndiaye? Oui. D'abord, je pense que le ministre de l'Éducation nationale, c'est le ministre aussi de l'école publique. Voilà. Donc je pense que le rôle de l'éducation du ministre, c'est d'abord privé, tu veux dire. Privé. De quoi? Et le ministre aussi de l'école privée. C'est aussi le ministre de l'école privée. Oui, mais aussi de l'école publique. Oui, bien sûr. Je ne pense pas que le rôle premier du ministre de l'Éducation nationale, ça soit d'inciter les gens à aller vers le privé. C'est d'abord de donner les moyens au public. Mais c'est ce qu'il a fait la semaine dernière. Pour moi, c'est incompréhensible. C'est ce qu'il a fait la semaine dernière. C'est ce qu'on vous dit. C'est incompréhensible. C'est pas son travail. C'est ce que je vous dis. C'est pas ce qu'entend Jean-Hugues Benamias, mais c'est j'aimerais quand même rappeler que les brigades régionales de sécurité, c'est Valérie Pécresse. Voilà. Elles sont où? Elles sont partout. Elles sont dans les lycées à la demande des proviseurs. Voilà, à la demande des proviseurs. Oui. Parce que nous respectons la liberté des communautés éducatives. Voilà. Mais il y a une question qui s'est posée, qui a été soulevée hier dans le Figaro au moment de l'Aïd, où il y avait énormément d'élèves absents. La question aussi, c'est de dire, est-ce qu'on doit respecter les fêtes religieuses quand on voit qu'il y avait dans certains endroits 80% d'absence. Là, on parle aussi de laïcité. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Personne ne répond. Non, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? 50 élèves sur 200 dans l'école, dans une école. L'école est laïque et républicaine, on obéit au règlement. Et puis je vais vous dire, vous seriez surpris parce que moi, j'ai posé mon fils, il a remarqué qu'il y avait effectivement beaucoup d'absents ce jour-là. Et pas seulement que des élèves. Pas seulement que pour l'Aïd. Voilà. Il a un petit copain qui est parti à Boston. Vous voyez ce que je veux dire? Non, on va pas dire maintenant que les élèves sont absents le jour de l'Aïd parce qu'ils partent en vacances. Non, mais il y a des familles, il y a des parents qui, pour des raisons familiales, d'organisation, eh bien, disent tant pis, ils ratent 1 ou 2 jours. Parce que les billets d'avion coûtent moins cher. C'est vrai. Si vous prenez les billets d'avion. Mais moi, je peux vous en donner plein des raisons. Moi, je l'ai fait, ça. Mais c'est vrai que. Je l'ai fait, je suis désolée. Mais il y en a qui le font. Mais c'est vrai que. Après, c'est des choix familiaux. C'est vrai que l'Aïd est tombé le jour de la veille des vacances scolaires, donc il y a beaucoup de gens qui ont dû profiter de cela. Mais la question que vous avez posée, Valérie, il faudrait y répondre, et je crois que c'est quand même assez simple, sinon on n'en sort pas. Nous avons une école laïque et républicaine. Dans le privé, on fait ce qu'on veut. Laïque et républicaine. Non, dans le privé, on ne fait pas ce qu'on veut. Heureusement, on ne fait pas ce qu'on veut. Dans le privé, on peut imaginer qu'il y a des parents qui les mettent et qu'il y ait des écoles confessionnelles aussi. Ce que je dis, il y en a. Ce que je dis, c'est que dans l'école de la République, il y a un règlement avec des vacances déterminées. On n'a pas à respecter les fêtes religieuses. Point final. On respecte les fêtes religieuses françaises. Eh bien, je me suis demandé s'il fallait... Alors, donner aux différentes communautés. Moi, je suis désolée, mais le jeudi de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, je me pose des questions. Allez, pause 9h29. On se retrouve dans un instant. On va parler casserole. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous, on continue, nous, de débattre et de se mettre d'accord. Juste un mot. Je voulais dire que la France d'aujourd'hui, on a plusieurs communautés qui vivent côte à côte et qu'on puisse respecter que les uns et les autres aient des fêtes religieuses, moi, ça ne me choque pas. En revanche, ce qui m'a profondément choqué cette année, avec la rupture du Ramadan,
c'est le prosélytisme sur les réseaux sociaux qui encourage les élèves justement à l'absentéisme. Et ça, c'est choquant. En revanche, si les élèves sont absents, ils assument les conséquences sur le plan scolaire. Je veux dire, l'absence est actée. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas d'accommodement Si, de ce que j'ai pu lire ici ou là, il y avait des choses qui avaient été préparées en amont, justement, en sachant qu'il y aurait beaucoup d'élèves absents. Mais pourquoi pas donner, effectivement, c'est une fête importante pour les musulmans, donc pourquoi ne pas donner un jour férié? Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Il faut de toute façon, on voit bien qu'il faut repenser tout ça. Voilà. Jean-Luc, non, vous n'êtes pas d'accord? Moi, je pense qu'il faut revenir, je le dis souvent sur cette antenne, à la loi de 1905, qui a réglé le problème à l'époque entre l'État et les différentes religions. Et la loi de 1905 répond à tous les problèmes, même les problèmes avec l'islam. C'est-à-dire plus précisément? Ça veut dire qu'il y a séparation entre les églises et l'État. Oui, mais elle existe toujours. Concrètement, là, vous répondez à aucun problème. Pardon, Jean-Luc. Oui, ça n'a rien résolu. Si tu vas au bout, Jean-Luc, ça veut dire que tu veux remettre en cause les jours fériés issus du calendrier. Plus de jours fériés catholiques, c'est ce que vous dites. Pédagogie historique. Moi, je suis pas contre. Un peu de pédagogie historique serait bienvenu par rapport à tout cela. Un peu de rappel historique sur comment s'est fondée la loi de 1905. Oui. On vous écoute. Et donc, on vous écoute. Ça n'était pas une mince affaire. On sait la violence que ça a été. L'Église catholique française, car il s'agissait d'elle, a dû passer un compromis avec l'État. Ça s'est passé à l'Assemblée nationale. Et alors? Mais donc concrètement, ça se passerait comment avec aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un peu. Mais je ne nie pas les problèmes. Je rappelle pédagogiquement ce qu'il faut rappeler. Oui, mais pardon, ça sert à rien. Ce qui est valable pour une religion est valable pour les autres. Allez. Alors ça, c'est autre chose, ça va beaucoup plus loin. Donc à ce moment-là, passer des accords, un concordat avec les musulmans, avec les juifs, essayez de voir. Moi, je pense que si on fait ça, il y a une égalité. Je reviens sur l'histoire des jours fériés. Je veux bien qu'on en donne, par exemple, pour chaque religion, il y a droit à 2 jours fériés par an. Un seul suffirait, pourquoi tout de suite? Noël, Pâques. Un auditeur me dit, mon fils est dans le public, mais depuis 2 ans, c'est la dégringolade au niveau du travail à faire, des cours et de la tenue de la classe l'année prochaine. Oui, je le mets dans le privé pour le cadre et surtout, j'ai connu d'excellents enseignants, mais c'est vrai que depuis quelque temps, ça ne fonctionne pas. Alors moi, j'ai un copain qui m'a dit hier, son fils en CE2 a su qu'il passait dans la classe supérieure. On est le 25 avril. Donc comment motiver des gamins? L'année scolaire est un peu terminée là. Oui, c'est un peu compliqué. Je voudrais qu'on passe aux casseroles, interruptions et manifestants. Alors écoutez, on vous a fait un petit montage avec Thibault, le réalisateur. Alors c'était hier l'accueil pour Éric Dupond-Moretti dans la Sarthe à Coulennes. C'est joli. Alors, après, nous avons eu François Braun qui, lui, était à Poitiers. Voilà. Je le regrette d'ailleurs. Et puis, nous avons eu Pape Ndiaye bloqué dans un train gare de Lyon hier soir. C'était une image assez surréaliste. Écoutez. Et puis l'arrivée de Rima Abdul-Malak, et vous allez en parler, Alexis Bachelet, hier au Molière. Alors, donc il y a eu, je crois, hier plus de 450 concerts de casseroles, et vous vouliez vous revenir, c'était votre coup de cœur pour la ministre de la Culture. Interpellée comme à chaque manifestation remise de prix par des intermittents du spectacle. Alors, je ne sais pas si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule d'ailleurs. On ne sait plus. C'est un peu les deux. Mais ça sera aussi un coup de cœur parce que on a tellement d'occasions de critiquer le gouvernement et les ministres qu'on peut aussi parfois saluer une forme d'audace ou de courage. On peut parler de courage. C'est ce que ça m'a fait comme impression. Moi, je trouve que, d'abord, c'est vrai que c'est parfois un peu ennuyeux, ces cérémonies, parce que c'est tellement cérémonieux que, à part effectivement la surprise de savoir qui a gagné le Molière, le César ou autre chose, parfois c'est un petit peu fastidieux.
Là, on s'attendait évidemment à l'interpellation des ministres. Il y en a toujours eu. Hein, puis ça fait souvent dans les zappings, vous retrouvez tout au long de l'histoire. C'est un peu le classique. Bon, donc là, finalement, on s'attendait à ce que des intermittents du spectacle, surtout en pleine crise sociale, interpellent la ministre. Mais ce qui était moins attendu et moins conventionnel, c'est qu'elle réponde et qu'elle demande à répondre. Bon, d'abord, je sais pas comment ça se passe quand on est comme ça dans une salle. On dit. Je crois qu'elle l'avait dit. Elle avait prévenu. Elle avait dit. Je ne me laisserai pas faire. Je ne me laisserai pas faire. Et ce qui s'est passé, je crois que c'était au César ou je ne sais plus dans quelle autre manifestation, elle avait dit je répondrai. Donc je pense qu'elle avait dû prévoir effectivement ce micro. Oui. En tout cas, sa réponse était sûrement préparée parce que c'était quand même assez concis, clair. Je pense que sur le fond de son discours, d'abord, je pense que c'était bien qu'elle réponde. De temps en temps, c'est bien d'assumer la conflictualité et bon, d'être interpellé sans pouvoir répondre, c'est pas satisfaisant. Et puis, on a tellement des ministres ectoplasmiques dont on a l'impression qu'ils se cachent, qu'ils répondent jamais à rien, qu'ils sont jamais on peut rappeler Papa Là, au moins, elle dit, voilà, la ministre est là et d'ailleurs, elle va vous répondre. Moi, sur la forme, je peux que saluer cette prise d'initiative. Sur le fond, par contre, risquait pas grand-chose. Elle est bien protégée, elle risquait rien. Oui, mais c'est pas ça. Ce qui est étonnant, c'est que la foule, enfin la salle a applaudi les deux intermittentes, assez nul. Et quand la ministre a parlé, elle a été applaudie aussi par toute la salle. Il faut reconnaître par ailleurs que d'un point de vue purement stylistique, la réponse de la ministre était beaucoup plus percutante que les deux intermittentes qui n'étaient pas drôles. Ont improvisé un sketch pas très drôle et pas très subtil. Bon, mais ça dépend des intermittents. Des fois, il y a eu des choses très drôles et très fortes. Là, c'était pas le cas. Donc c'est vrai qu'elle a joué. Elle a joué une réponse assez efficace sur la forme. Après, sur le fond, on va l'écouter. On va l'écouter. On a l'extrait. D'habitude, le rôle du ministre, c'est de rester assis à rien dire, mais là, c'est pas possible. Vous avez un ministère qui a débloqué des aides massives pendant la crise pour vous soutenir tous, pour soutenir tous les secteurs de la culture. Vous avez une ministre à la tête de ce ministère qui a obtenu le budget historique le plus haut, plus 7% par rapport à l'année dernière. Inflation, facture d'énergie, j'ai débloqué des aides exceptionnelles, vous le savez, certains syndicats sont là pour venir en aide aux structures les plus fragiles. Le dialogue avec les syndicats, je veux juste rappeler, pour ceux qui sont là et qui le savent, le 7 février, on avait une réunion, vous avez demandé à la reporter. On l'a reportée au 16 mars. Vous n'êtes pas venu, vous avez demandé à la reporter. Elle est reportée au 27 avril, c'est jeudi. Vous avez encore demandé à l'annuler. Il est encore temps de changer d'avis, je suis là, ma porte est ouverte. Et bonne soirée à tous. Si, les intermittents disent vous nous écoutez pas, etc. Ils disent, moi je vous ai donné des rendez-vous, vous ne venez pas. Valérie, parce qu'en fait, eux, ils parlent pas de ce qui a été fait dans le passé et de ce qui a été plutôt bien fait, parce que c'est vrai que moi j'ai des amis qui sont syndicalistes et intermittents du spectacle, et pendant le Covid, ils ont eu des interlocuteurs, ils ont eu des réponses, et c'est vrai qu'on n'a pas laissé le milieu culturel qui a été quand même durement touché par le confinement. On a aidé tout le monde. Ils ont été accompagnés. Et on a aidé tout le monde, mais en particulier, il y a eu une attention, il faut le dire. Voilà, et il faut le dire. Faut pas faire de la langue de bois, faut pas faire de la politique politicienne pour dire non, c'est pas bien, ils ont bien fait. Donc elle dit, puis c'était pas elle qui était ministre à l'époque. Mais bon, elle dit, rappelez-vous ce qu'on a fait pour vous, on vous a aidé à survivre, vous êtes encore vivant grâce à nous. Mais en fait, le milieu artistique l'interpellait pas sur ça, il l'interpellait sur la réforme des retraites. Voilà, c'est ça le sujet. Parce que eux aussi, ils vont devoir travailler plus longtemps. Écoutez, ils travaillent pas la plupart du temps, donc de toute façon ils peuvent se faire. On peut être dans la caricature, Sophie. Vous ne pouvez pas dire une chose pareille. C'est facile, mais c'est votre avis. Je connais des intermittents du spectacle et ils ont des heures à faire et ils les font. Je reconnais qu'il y a un sujet avec les intermittents du spectacle, mais vous ne pouvez pas dire qu'ils ne travaillent pas. Ça n'est pas vrai. Je dis que quand on est intermittent, c'est pas très fatigant d'être intermittent plus longtemps. Il a été réformé ce système. Oui, il a été réformé, mais il est quand même extrêmement généreux. Je connais certains. Au monde avoir un système pareil. Mais bon, c'est ce qui permet quand même. Oui. Allez-y, Jean-Luc Benamias. À notre pays d'avoir encore un ensemble culturel à peu près convenable, qui tient la route par rapport à beaucoup d'autres pays, notamment de l'Union européenne, où tout l'espace culturel global a largement disparu. C'est ce qui fait que, avec ce système-là, on tient encore la route. Moi, j'ai apprécié aussi, hier soir, je me suis cassé les pieds, comme dans toutes les remises
de médailles, de prix, tout ça. J'ai apprécié l'intervention de la ministre, même si tout le monde a bien vu qu'elle était prévue. Mais c'est pas grave si elle était prévue. Soigneusement préparée, mais on peut la saluer. Elle sait, tout à fait. Elle sait extrêmement bien débrouiller. Même si vous avez tous pu remarquer que c'est Michel Field qui était juste à côté qui lui filait le micro. Bon, c'est pas grave. J'adore Michel Field. Mais à ce niveau-là, quand même. Elle pouvait, c'est bien la réponse qu'elle fait, je vous ai invité. Mais enfin, il n'y a rien dans cette réponse. Les intermittents du spectacle appartiennent, je finis, appartiennent à la même intersyndicale que l'ensemble des syndicats regroupés. C'est pas eux qui vont diviser tout cela en disant, ben là, uniquement pour le spectacle, on va aller rencontrer les ministres. Il y a un blocage en France par rapport à l'ensemble de l'intersyndicale, CGT, CFDT, et c'est pareil pour les intermittents du spectacle. Voilà. Même si, je le répète, j'ai apprécié son intervention. C'était brillant. C'est la première fois qu'une ministre ne reste pas compassée sur son siège et relève la tête. Donc que ce soit prévu ou pas. Tout ça pourquoi? Mais pour dire aux intermittents qu'il y a des choses qui ont été faites pour eux et que le dialogue est là et que ce sont eux qui ont annulé ces différents rendez-vous. J'aurais voulu l'entendre s'exprimer un petit peu sur la proposition qu'elle avait faite d'interdire une chaîne de télévision. Ça m'aurait intéressé. Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, non. Mais elle est ministre de la Culture. Elle s'est exprimée, c'est quand même heureux qu'elle puisse s'exprimer alors qu'elle est là. Et dedans, il n'y avait pas grand-chose dans son message. C'est pas le lieu. Elle répondait aux intermittents. C'était pas le sujet. Allez, dans un instant, on va parler de ce plan Marshall pour les classes moyennes. En avoir pour son argent avec les impôts. Allez. Alors, le gouvernement a décidé d'aider les classes moyennes et parle de plan Marshall. On évoquait ce terme de plan Marshall pendant la pub. C'est certainement un souvenir lointain pour beaucoup d'entre nous. Je vais m'inclure dedans. On voit bien que c'était après la guerre, la reconstruction et la définition. Donc, c'est le plan élaboré en 1947 et adopté par les États-Unis pour aider la reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a des mots comme ça qui sonnent comme quelque chose, une sorte de plan d'urgence très positif. C'est des mots valises. Oui, c'est des mots valises. Il faut y mettre plein de choses dedans. Oui, mais c'est inquiétant quand on s'adresse aux populations victimes de la guerre et de la pauvreté. Je vois pas tellement en quoi les classes moyennes sont concernées. Voilà, c'est le rapport entre les deux qui est un peu compliqué. Donc le ministre Gabriel Attal s'y colle, ministre des Comptes publics, et donc dit voilà, les impôts, est-ce qu'on en a pour notre argent? C'est ce que je trouve la formule assez vulgaire, assez marketing et très démago. Voilà, c'est le mot. C'est démago. Un coup de com', quoi. Je pense que là, il y a des spin doctors gouvernementaux qui se sont réunis et qui se sont dit, après cette catastrophique séquence de la réforme des retraites, le gouvernement, le président de la République sont au fond du gouffre de la popularité. Inventez-nous 2 ou 3 idées pour sortir du fond du trou. Voilà, c'est en avoir pour mes impôts. Je me suis j'avais pas la formule exacte. C'est en avoir pour mes impôts. On ressort des sujets immigration. Ça veut dire quoi, en avoir pour mes impôts? C'est terminé, Alexis. Oui. On ressort on assouplit le permis à points. Donc là, c'est un point. On espère que c'est un point de plus sur les permis, mais quelques points de plus dans les sondages. On reparle de la loi immigration dont on nous avait dit qu'elle était pas si urgente que ça, mais finalement si, quand même c'est urgent parce que c'est un sujet sur lequel on peut essayer de surfer pour se refaire aussi une santé dans les sondages. Et puis là, effectivement, on sait très bien qu'avec l'inflation, il y a des questions de pouvoir d'achat qui hantent toutes les familles françaises. Et des temps difficiles qui nous attendent. Et des temps peut-être encore plus difficiles qui nous attendent. Donc on ressort un petit peu. Alors j'ai vu ce qu'il y avait quand même dans le plan Marshall. Il y a des choses qui sont quand même pas nouvelles. On nous reparle de l'histoire de la taxe d'habitation. Donc on nous explique qu'en fait, c'était avant qu'on dise que c'était un plan Marshall, les mesures qui ont été prises depuis le début du quinquennat, enfin celui-là, même celui d'avant, était déjà dans l'objectif de soutenir le pouvoir d'achat. Donc on est en train de faire une espèce qu'on appelle dans le langage des spin doctors le storytelling. Donc oui, mais enfin bon, c'est bien, on a supprimé la taxe d'habitation, on peut pas non plus tout critiquer. C'est bien, ça a été fait. Enfin moi je vais vous dire, je suis élu local.
Donc si j'étais sûr que la taxe d'habitation qu'on a supprimée, qui correspondait à des recettes pour les collectivités, sont garanties par la dotation, je vous dirais oui, mais c'est pas le cas. L'État va en profiter pour faire les poches des collectivités. Et les poches des collectivités, c'est aussi des services publics en moins. Parce que quand on dit justement, oui, il faut en avoir pour son argent... on touche à rien. On continue à donner de l'argent qu'on n'a pas et on touche à rien. On essaie de faire les choses avec intelligence. Alors là, c'est formidable, mais tous les gens qui sont visés, je comprends très bien les collectivités locales qui ont moins de recettes. Mais il y a un moment, quand on veut faire des économies de l'État au sens large du terme, des administrations, de la fonction publique, etc., il y a quelqu'un qui est touché. Donc c'est plus possible. Alors abandonnons tout, continuons à distribuer. Allez, non, mais c'est pas là. Sophie, c'est vrai que ce qu'on nous propose là, c'est au fond de faire du neuf avec ce qui n'en est pas. Voilà. Donc c'est ça réellement le problème. Mais c'est de la com. Et au-delà de ça, moi, ce qui me gêne, c'est que on voit quand même combien, avec toutes ces casserolades, avec tous ces mouvements de contestation, combien notre pays est fracturé. Voilà. Combien on est dans une espèce d'hystérie collective. Et je crois qu'on aurait besoin d'apaisement. Et je trouve que ces formules qui sont totalement disproportionnées contribuent au fond à hystériser le débat. Parce qu'en avoir pour mes impôts, vous réagissez en disant je paye des impôts, sauf que la une du Parisien, c'est 6 mois pour avoir un passeport. C'est ce que je vous disais. Enfin, c'est toute la médecine gratuite comme nulle part au monde. C'est vrai. Tout complètement gratuit. On va à la pharmacie, on fait un supermarché. On me dit non merci madame, votre carte vitale. Un supermarché, je veux dire, il y a quand même des avantages en France incroyables. Je veux revenir sur les casseroles. Les casseroles, il suffit de 100 personnes pour faire un boucan terrible. C'est vrai. Je veux dire, voilà, stop. Et puis alors, je rappelle que personne ne s'en est plaint quand personne ne s'est plaint des casserolades quand c'est François Fillon qui en était victime. Je le rappelle. Pas. Moi, je m'en souviens très bien. Et voilà, je constate simplement qu'il y a une différence de traitement parce que quand lui-même et son épouse étaient poursuivis par des meutes qui tapaient sur les casseroles, ça n'a ému personne. Au contraire, tout le monde trouvait tout le monde trouvait ça très rigolo. Non, mais oui, parce que c'était une période. Non, ça n'est pas interdit. Ça n'est pas interdit, mais je constate que là, ça émeut beaucoup. Non, ça émeut pas. Les médias adorent. C'est-à-dire que si on arrêtait de faire aussi. Et puis ça fait réagir les pouvoirs publics qui tentent par des arrêtés préfectoraux illégaux d'interdire le port de casseroles. C'est quand même un peu surréaliste, quoi. Surréaliste. Non, en avoir pour mes impôts, donc il y a un site gouvernemental au ministère de l'économie et des finances, si vous tapez cela, où on vous explique pour 1 000 € comment est réparti. C'est pas mal, ça. C'est très pédagogique. Mes impôts au quotidien. C'est une faute de français, mais c'est pas grave, ça, on s'en fiche. De quoi en avoir pour mes impôts, excusez-moi, est-ce qu'on peut pas parler correctement français? Oui. Et donc il y a ça, on s'exprime autrement. Et j'ai découvert qu'il y avait une consultation, donc vous pouvez donner votre avis et participer à une consultation de façon générale en prenant en compte. Diriez-vous que vous payez actuellement trop d'impôts, le juste niveau? Que la réponse est pas oui pour tous les Français. Sans opinion, voilà, les questions sont comme ça. Mais donc, c'est une opération de com' ou pas, Jean-Luc, pour vous? Mais c'est intéressant quand même, parce que cette histoire sera oubliée dans 2 jours, de ce que vient de dire M. Attal, comme d'ailleurs ce que raconte M. Attal régulièrement. Ce sera largement oublié. Je rappelle que 50% des Français ne payent pas d'impôts. Oui, donc déjà, on parle sur le revenu. Pour le revenu, oui. La TVA, c'est pour tout le monde. Ça, tout le monde a compris. Et c'est même les plus grosses rentrées d'argent de l'État. C'est ainsi. Voilà. Les casserolades, c'est dans plusieurs dizaines, centaines de villes de France. Évidemment, c'est quelques dizaines, quelques centaines, parfois un peu plus de personnes. Mais je suis d'accord avec Alexandra. Ce pays a besoin d'apaisement. Pour apaiser, il y a une solution très simple. C'est de dire à un moment donné qu'en 70% de la population, jour après jour, sondage après sondage, disent on ne veut pas de la retraite à 65 ans, eh bien, dans un régime démocratique normal, on dit à un moment donné, eh bien, on fait un retrait, on rediscute avec l'intersyndicale et on voit ce que ça donne pour le futur de nos retraites. Il n'y a pas d'autre solution et ça se voit tous les jours. Alors, c'est simple, c'est facile, mais le blocage est total. Et alors, on va attendre le 14 juillet. Mais jusqu'au 14 juillet, plus un ministre ne peut circuler dans le pays sans avoir des casserolades. Ça va être le cas aujourd'hui encore avec M. Macron à Vendôme. Ça va être le cas dans l'ensemble du pays. Rien ne va s'arrêter tant qu'on ne remettra pas en cause la retraite à 64 ans. Oui, Alexis.
c'est évident que si on pense vraiment que le pays a besoin d'apaisement et que le risque, c'est la fracturation durable du pays, il faut retirer cette réforme. Voilà, ça, je crois que c'est pas discuté. Et honnêtement, même dans les soutiens de Emmanuel Macron, je pense que beaucoup de parlementaires y souscriraient et ils n'osent pas le dire, mais enfin, ils doivent le penser très très fort parce que eux aussi ils subissent les casserolades. Il faut parler aussi des parlementaires. Enfin, c'est pas seulement les ministres, hein, c'est qu'ils sont vraiment. Il y a une espèce d'hystérie collective, d'harcèlement démocratique. Alors moi, tant que ça reste pacifique. Il n'y a pas de problème, mais c'est quand même une ambiance. Il y a un moment, c'est une ambiance terrible. Ça bloque tout. Enfin, je veux dire, ça bloque tout. Vous imaginez, un ministre, un député peut plus mettre le pied nulle part sans avoir. Bon, et en plus, je pense que la réaction du pouvoir a été très mauvaise parce que Monsieur Macron a voulu aussi faire des plaisanteries sur les casseroles qui servent à rien. Enfin, je veux dire, il y a aussi dans cette crise une espèce de posture du président de la République qui, à tous les moments, au lieu d'être dans un rôle d'apaisement, de prise de distance, d'arbitrage, on remet une couche. Il a une communication désastreuse. Remet de l'huile sur le feu. Il a une communication désastreuse. Franchement, c'est quand même extrêmement pénible, quoi. Et que c'est vraiment pas ce qu'on attend d'un président de la République. C'est pas faux. Non. Moi, je ne suis pas certaine que le retrait de la réforme suffirait à apaiser. Et puis on ne peut pas faire ça. Il n'y a pas de gouvernement si on fait ça. Donner un tout autre cadre. Moi, je pense que ça calmerait quand même les choses un peu. On ne peut pas faire ça. C'est que dans ce cadre-là, l'intersyndicale n'existerait plus en tant qu'intersyndical s'il y avait un retrait. Oui. Il y aurait des syndicats peut-être qui continueraient à protester, c'est sans doute leur rôle quelque part, mais le côté, clairement, le fait que un syndicat comme la CFTC, un syndicat comme la CGC, je parle même pas de la CFDT, soit uni avec l'ensemble syndical, c'est quand même une nouveauté énorme dans notre pays. Ne pas prendre ça en compte, c'est ne pas comprendre qu'il y a une révolte en France sourde et parfois moins sourde, qui fait qu'on doit à un moment donné apaiser la société. Une fois qu'on a imaginons qu'on retire cette réforme, il n'y a plus de gouvernement possible, rien n'a plus de sens. Ceux qui ont voté, l'Assemblée, le 49.3, tout ça n'a plus de sens. Donc j'aimerais savoir comment prend le pays après. Aucun sens. Pardon ? Le 49.3 n'a aucun sens. C'est un outil. C'est quand même un outil qui existe. Démocratique. Le 49.3, Jean-Luc, vous pouvez pas dire que ça n'a aucun sens. Non, c'est un outil antidémocratique. C'est pas faux non plus, mais oui, c'est vrai, c'est un outil antidémocratique. Ça n'a pas été fait pour permettre l'expression du Parlement, mais pour le museler. C'est vrai. Voilà. Donc, est-ce qu'on pense que c'est bien de museler le Parlement ? Je pense que c'est pas, c'est difficilement défendable. Oui, mais comme il n'y a pas d'unité parlementaire et comme il n'y a pas de majorité, alors on ne peut plus gouverner. Ouais. Mais Sophie, toutes les institutions sont fabriquées pour créer un fait majoritaire, notamment depuis qu'on a rapproché le quinquennat qui avant était un septennat du mandat des députés qui était de 5 ans. Si le système se détraque à ce point, c'est que le problème est beaucoup plus profond que ce que tout le monde mais je dit. suis d'accord. Et qu'il y a peut-être un problème de représentativité. Comment est-ce que on peut graisser dans un système politique où vous faites 20 ou 25% au premier tour? Vous avez ensuite les pouvoirs du président sous la Ve République qui sont considérables. Et derrière, une majorité, et même sans majorité, vous pouvez quand même gouverner avec le 49.3. C'est quand même le meilleur fonctionnement démocratique qu'on ait connu. À l'exception de tous les autres, mais il y a des pays qui sont parlementaires et qui s'en sortent aussi bien. Je suis d'accord, mais ce qui était intéressant, c'est que la cohabitation fonctionnait bien. Une histoire différente aussi. La cohabitation fonctionnait bien. Et les médias ont aussi une responsabilité. Je vois que BFM propose désormais une carte de France des ministres accueillis par des concerts de casseroles. Et cette même chaîne annonce également les prochains déplacements pour inciter un maximum de... C'est quand même pour créer... Valérie, allez-y, faisons du bruit, harceler les ministres. BFM, nous avons de la chance à ce niveau-là. C'est une des seules chaînes qui a des rédactions locales. Oui, c'est vrai. Ils vendent leurs rédactions locales. Ouais, c'est vrai. Allez, merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est Patrick Sébastien qui sera avec nous. Merci Valérie.